Alors bonsoir et bienvenue à cette première conférence de la nouvelle saison 2017-2018. Nous en avons planifié déjà 7 qui vont s'étaler jusqu'au mois de décembre et c'est un programme assez intéressant. Vous serez mis au courant au fur et à mesure que nous avancerons là-dedans. Blabas, les oiseaux migrateurs, il y en aura également en décembre. Si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez rien faire. Je suis très heureux d'avoir dans l'assistance notre ami, si ce dit gros le clavier, ça irait bien. Notre ami David Birnbaum, qui est député de Darcy McGee, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de la ministre de l'Enseignement supérieur, M. David Birnbaum, et c'est l'honneur de votre Une amitié toute particulière me lie au consul général d'Israël. C'est, je crois, que je suis une des premières personnes, ou parmi les premières, qu'il aurait rencontrées quand il a été nommé ici à Montréal. Et comme j'avais fait pendant 2 ans ou 3 ans des émissions à Radio Shalom avec son prédécesseur Joël Lyon, j'avais peur qu'il me dise non. Et timidement, j'ai demandé à Myriam, son assistante, si je pouvais rencontrer le consul général. Elle m'a dit oui, pas de problème. Quand? Je lui ai dit le problème sera. C'est son agenda, c'est pas le mien. Et puis, la première rencontre, il y a eu une chimie entre nous. Ça a été un plaisir et il m'a dit non seulement que je veux faire ces émissions, mais que quand j'étais en Israël, on m'a dit de continuer ces programmes. Malheureusement, le sort a voulu que nous n'ayons plus ces programmes et sur Radio Shalom, mais que je n'ai plus les moyens techniques de pouvoir interviewer, mais nous sommes toujours en ondes avec Israël tous les jours. Le consul général d'Israël est né à Tel Aviv en 1969 et il a vécu entre Israël et les États-Unis. Et il est rentré bien jeune dans la diplomatie israélienne, depuis 1995. Il a une formation universitaire, une belle formation. Il est diplômé magna cum laude en arts interdisciplinaires de l'université de Tel Aviv et son vif intérêt porte sur les arts en général. Monsieur Nevo Kuhlmann a occupé plusieurs postes culturels importants, comme attaché culturel à Tokyo de 1999 à 2003 et conseiller culturel à Paris de 2008 à 2012. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. Il a passé quelque temps à Rabat, ma ville, en tant que stagiaire, notre ville, en tant que stagiaire à la mission diplomatique israélienne à l'époque où il y avait une mission au Maroc. Et son importante contribution dans le domaine des arts a été reconnue par le gouvernement français qui lui a attribué, qui lui a nommé chevalier dans l'ordre des arts et des lettres en 2012. Il a un talent d'organisateur et d'animateur inouï et ça lui a valu le titre d'employé de l'année au ministère israélien des Affaires étrangères en 2005. Eh bien, sa carrière diplomatique l'a conduit à travers l'Europe, Prague 2006, où il a servi en qualité d'ambassadeur adjoint d'Israël, et plus récemment au ministère des Affaires étrangères. Il a été directeur du département de formation chargé de la formation professionnelle du corps diplomatique, en particulier dans l'enseignement des langues. C'est un domaine dans lequel il excelle. Il ne parle pas moins que 6 langues. C'est pas mal, hein? Moi, j'en parle 3 et difficilement. Il est parfaitement francophone, connaisseur hors pair de l'histoire politique et culturelle de sa zone d'influence de première importance. Monsieur Ziv Nevo Kuhlmann est en poste ici à Montréal depuis 2014. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. Mesdames, Messieurs, le consul général d'Israël, Ziv Nevo Kuhlmann. Merci beaucoup, Charles. Est-ce que vous m'entendez bien?
super. Après une belle voix comme ça, il faut que je fasse quand même un effort. Mais comme vous savez très bien, Charles, c'est pas seulement... Charles, c'est un ami, mais il est aussi mon entraîneur. Quand j'ai passé ma chronique chaque semaine à Radio Shalom, je lui ai dit toujours que vous êtes mon entraîneur. Grâce à vous, je reste toujours alerte. Je lis toujours tous les journaux. Il faut que je fasse attention parce que je passe une fois par semaine à Radio Shalom. Et grâce à cet exercice en français, en direct, sur les ondes de Radio Shalom, Zichrono Livracha malheureusement, j'ai pu améliorer mes expériences avec les médias. Donc je dis, voilà, grâce à Charles, je me prépare pour les batailles beaucoup plus difficiles qui sont parfois les médias francophones au Canada. Mais ce n'est pas seulement Charles, c'est aussi Myriam Mouyal-Hassan, mon assistante, qui m'attendait toujours, soit au téléphone quand on a fait l'enregistrement la veille, soit en direct dans la voiture. Elle a pris des notes. Ah, peut-être il faut dire ça, la prochaine fois il faut dire ça. Et Charles était bien, mais il fallait quand même dire ça. Alors c'est bien d'avoir deux entraîneurs qui sont parmi nous ici ce soir. Alors un grand merci. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté l'invitation ce soir. Merci d'avoir mentionné Rabat. C'est un très beau souvenir de ma période en tant que cadet au ministère des Affaires étrangères et cette belle période où on a eu des relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc. Mais je me souviens que c'est là que j'ai rencontré pour la première fois vraiment des Juifs de diaspora qui m'ont accueilli chaleureusement à Rabat, des belles maisons, des belles familles, un accueil très chaleureux. Et ils m'ont posé, ils étaient très gentils avec moi, mais au bout de 3, 4, vraiment pas plus que 5 minutes, ils m'ont posé la question, mais vous êtes d'où? D'Israël. Non, mais vous êtes d'où? Je suis né en Israël. Oui, mais vos parents, vous êtes de quelle origine? Polonais. C'est pas grave. Alors c'est là que j'ai vraiment appris, j'ai apprécié énormément cette communauté chaleureuse qui a quand même quelques antennes dans le monde, y compris ici à Or HaChaim, et c'est toujours un plaisir d'être ici. Alors, ce qu'on va faire ce soir, moi j'aimerais partager avec vous plusieurs anecdotes, plusieurs pensées que j'ai eues dans ma tête lors de ma dernière visite, mes dernières vacances en Israël. Je suis rentré juste exactement il y a une semaine. Donc 4-5 anecdotes comme ça. On va passer peut-être 30 minutes. J'espère que je vais pas trop parler, mais sinon c'est Charles qui garde toujours l'agenda et qui regarde avec... et bien sûr, après, on va passer aux questions. Alors, j'espère que vous en avez préparé beaucoup. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous une expérience assez particulière. J'espère que je ne suis pas le seul dans la salle qui a eu cette chance. J'ai pris un vol direct. J'ai pris un vol direct Montréal-Tel Aviv. Et ça fait... D'abord, on gagne beaucoup de temps, de l'argent aussi. Parce que ce n'était pas cher de tout au mois d'août de voyager de Montréal-Tel Aviv. Et surtout, cette belle expérience de voyager. Vous savez, il y a 2 compagnies aériennes, donc il y a une guerre de prix. Ça, c'est pas mal non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà voyagé avec le vol? Bravo. Il vous reste encore jusqu'à fin octobre pour profiter de la présence d'Air Transat et d'Air Canada avec la destination Tel Aviv d'ici, mais ils ont déjà annoncé pour l'année prochaine. Alors ne vous inquiétez pas, l'année prochaine, à partir du mois de mai, Air Transat recommencera son service vers Tel Aviv et Air Canada a déjà annoncé la suite. Donc ça, c'est déjà très bien. Mais pourquoi je vous parle de ce vol direct? Parce que c'était très intéressant de voir qui sont les voyageurs, qui sont les passagers. Bien sûr, c'était assez communautaire. C'était assez communautaire
Et je peux savoir parce j'ai vu qu'il y avait beaucoup de repas cachers qui ont été servis dans l'avion. D'ailleurs, vous savez qu'Air Transat, c'est le Marguerite qui fait les repas cachers. Je ne sais pas si Gabi est ici ce soir, mais bravo, c'est le Marguerite international. Vous pouvez manger le Marguerite même quand vous allez en Israël. Je trouve ça extraordinaire. Mais il y a beaucoup de Québécois de souche, de pure laine, que je trouvais sur les vols et surtout en Israël. Un jour, j'étais dans un café à Tel Aviv et j'attendais quelque chose. D'abord, je ne savais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils parlent, ces gens-là. C'était du français et ça ne m'étonne pas parce qu'en Israël, au mois d'août, vous savez, on entend beaucoup de cette belle langue, mais c'était un accent québécois. Et je leur ai posé des questions. Vous êtes Montréalais, vous êtes Québécois? Ils m'ont répondu oui. Et ça m'a fait un grand plaisir de voir tous ces gens-là. Et on a travaillé très fort et on va continuer à travailler avec une campagne publicitaire très présente en français en Amérique du Nord. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'était un peu partout. Aujourd'hui, j'ai rencontré nos collègues du ministère israélien de Tourisme qui étaient au passage à Montréal. Et ils vont continuer cette campagne, même l'année prochaine, même plus fort. Cette année, ils ont investi 2 millions de dollars canadiens publicité en Amérique du Nord en français. C'est la première fois. C'est la première fois. Ils font des campagnes en Amérique du Nord, ils font des campagnes en français en Europe, jamais en Amérique du Nord, en français. Je trouve ça extraordinaire et ça marche bien. Et donc ça déjà, c'est que... On va répondre aux questions après, mais pour l'instant, c'est 2 vols par semaine. Malheureusement, ce n'est pas pour toute l'année et on va en parler plus tard si vous voulez. Mais déjà, et je pense que je peux partager cette expérience avec le député David Birnbaum qui a passé des moments extraordinaires avec nous en Israël, avec le Premier ministre du Québec. J'ai l'impression, avec tous ces campagnes publicité, tous les articles qu'on a eus dans la presse, dans les médias locaux, et le résultat qu'on voit des Québécois qui n'ont rien à voir avec Israël, qui découvrent cette destination, et on a vu cela, on a découvert cela avec le Premier ministre aussi. Je pense que de plus en plus, on passe en autre phase de relation entre le Québec et Israël, où Israël est considéré comme un pays normal, une destination normale, un endroit qu'on veut visiter, des compagnies aériennes qui font des voyages, des hommes et des femmes d'affaires qui vont en Israël pour trouver des bons liens. Donc je pense qu'on passe une autre phase, et c'est une phase tout à fait normale. Donc ça, c'était première anecdote. J'espère que vous partagez avec moi cette notion on est dans de bons moments dans la relation entre Israël et le Québec. Mais là, j'arrive en Israël. Et vous savez, en Israël, c'est la famille et tout ça, mais j'ai fait un peu de tourisme aussi. Et j'étais à Jérusalem, et je suis allé au Kotel, bien sûr. Et là, j'aimerais partager avec vous aussi quelque chose, parce que je voulais voir qu'est-ce que c'est ça, tous ces conflits qu'on a avec les Juifs en Amérique du Nord, avec les Juifs américains. Qu'est-ce que c'est cette histoire du Kotel? Ça quand même, ça m'intéressait beaucoup. Alors d'ailleurs, il faut savoir, vous savez, le Kotel, c'est très très long et c'est un endroit symbolique, c'est-à-dire ce n'est pas le lieu où il y avait le temple, c'est ce qu'il nous reste. Donc il y a le Kotel qu'on connaît nous, il y a l'esplanade où il y a Ezrat Nashim, Ezrat Kvarim, et même à l'intérieur il y a la synagogue, la yeshiva, tout cela. Mais il y a l'autre côté, vers Ville David, en bas. Et là, il y a ce qu'on appelle Rachavat Israël, l'esplanade. En fait, c'est l'esplanade pour tout. Et c'est là qu'on a des batailles, des conflits avec des juifs réformes, conservateurs. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et là, je dois vous dire 2 choses. D'abord, cette esplanade, elle existe, elle est là. Elle est ouverte à tout le monde. Et le gouvernement d'Israël continue à préparer tous les chemins pour passer là-bas. Mais on peut le faire aujourd'hui sans problème. Donc ça continue. Le problème qu'on a, c'est dans le gouvernement
on n'est pas tous d'accord. On a des partis ultra-orthodoxes qui sont contre même l'idée qu'il y a une certaine reconnaissance de juifs réformes. Mais sur le terrain, je vous assure, et si vous ne croyez pas, je vous invite à aller le voir, il y a cette esplanade, elle existe. Mais deuxième surprise, elle est vide. Elle est vide. Elle est vide parce que le Kotel, vous savez très bien, c'est un endroit où il y a toujours du monde et c'est toujours, c'est plein de joie, c'est vraiment l'endroit qui nous réchauffe le cœur. Mais l'autre esplanade, elle est vide, je ne sais pas, elle existe pour des touristes qui viennent en groupe, elle existe peut-être pour des bar mitzvah où on veut pas avoir la mechitza. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi elle existe, parce qu'elle existe pour donner la possibilité à tout le monde, tous les streams of Judaism. Je comprends tout ça, mais il faut savoir qu'elle est vide. Elle est vide parce que en Israël, on est plutôt orthodoxe. Et les Israéliens, même les Israéliens qui ne sont pas très religieux, quand ils vont au Kotel, c'est là où ils veulent aller. Et c'est une réalité qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir. Et si vous voulez, je parlerai après, je parlerai davantage de toute cette situation avec le Kotel et tout ce qui se passe avec les Juifs, des Juifs américains qui ne sont pas orthodoxes. Mais c'est quand même très étonnant comme situation. Une autre observation, pas sur la Kotel, parce que vous savez, les ennemis sont pas... Les ennemis, ce n'est pas l'autre communauté juive, pas du tout. Les ennemis se trouvent, quand on est au Kotel, les ennemis se trouvent là, au-dessus. C'est là où il faut faire attention. Et quand j'étais avec un ami américain, on a fait un peu de tourisme à Jérusalem. Alors, je l'ai amené voir l'esplanade des mosquées. Je ne suis pas allé là-bas depuis, je ne sais pas, 30 ans. Bon, ok, je suis touriste à Jérusalem. Je fais ça aussi. Et là aussi, vous serez étonné. Parce que bon, pour les musulmans, il n'y a aucun problème. Ils entrent, ils sortent quand ils veulent, avec des armes, sans armes, avec couteau, sans couteau. Si on essaye de mettre des détecteurs, oh là là, ça fait l'intifada dans le monde musulman. Mais là, je vous raconte quelque chose quand même étonnant. Il y a une file pour les touristes. On peut venir de 7h30 le matin jusqu'à, je pense, 11h. Et l'après-midi, il y a 1 heure, je pense, de 13h30 à 14h30, si je ne me trompe pas. Et ça dépend aussi si la situation est calme. Parfois, on ferme, il n'y a pas de touristes aujourd'hui. Et d'ailleurs, les touristes, bien sûr, on n'a pas le droit d'entrer dans la mosquée ou le Temple Mount, mais juste voir l'esplanade. OK. Je fais la... Bien sûr, il y a de contrôle de sécurité, tout. Le magnomètre, le rayon X pour les sacs, tout. OK, je fais ça. Et tout d'un coup, bien sûr, c'est la sécurité israélienne qu'il faut passer. Et la fille, elle me prend à côté. Je pensais peut-être à cause de ma barbe, elle pense que je suis peut-être un cousin, ou je ne savais pas. Alors, OK, j'ai peut-être l'air louche, ou je ne sais pas. Alors, en fait, elle m'a mis à côté. Vous connaissez les sélecteurs, ce qu'on appelle la sécurité israélienne, qui sait très bien quand on arrive à l'aéroport qui est quoi et qui... Donc, elle a compris tout de suite que je suis israélien. Elle voulait savoir qu'est-ce que je fais là. Elle ouvre mon sac et il y a une kippa. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une kippa. J'étais au Kotel, alors c'est une kippa. Et en plus, j'avais une casquette de quelque chose de tsahal que je trouvais à la maison. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un casquette. Et je mets, oui. Alors, il fallait expliquer qu'est-ce que je fais là. Il fallait rassurer la sécurité israélienne que je ne suis pas là pour faire de provocation. Et c'est ça qu'il cherche. Il cherche des provocateurs. Et malheureusement, il y a des provocateurs de côté israélien. Et là, comme c'est tellement sensible cet endroit-là, c'est tellement... chaque petit incident peut faire presque une intifada. Donc là, j'ai compris que ma sécurité,
c'est-à-dire la police israélienne, est là pour protéger les lieux. Elle est là pour assurer que même s'il y a des Israéliens qui montent sur le temple, le mont de temple, il faut rassurer qu'ils ne sont pas là c'est vraiment pour des raisons touristiques et pas pour faire pas pour faire de la provocation. Et ça, pour nous, c'est quand même étonnant. Et je pense que le monde ne le sait pas. Parce qu'on dit tout le temps, Israël ne laisse pas entrer les musulmans, mais des mesures de sécurité aux musulmans. Non, les mesures de sécurité, c'est pour les non-musulmans. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Les gens ne savent pas. Et là, j'ai eu même l'expérience personnelle de voir, ils étaient très gentils, ils ont compris tout de suite que je ne suis pas là pour faire de problème. Mais ça m'a étonné que, en fait, c'est les Juifs qui ont des restrictions pour aller là-bas. Et bien évidemment, pas de prière. Hein, pas de prière. Ils m'ont dit, monsieur, pas de prière. Je dis, non, pas de prière. C'est que j'aimerais juste voir, pas de prière, pas de kippa, pas de rien. Et ils m'ont conseillé de ne pas parler l'hébreu. Vraiment, c'était un contrôle assez oui. Et j'espère que vous comprenez. Je vois, il y a des journalistes ici, des caméras. Je ne critique pas la sécurité israélienne, mais je constate une situation qui n'est pas connue, qu'en fait, c'est les musulmans qui ont le droit de monter et pas le reste. Et pour le reste, il y a des restrictions qui sont assez présentes. Donc ça, c'est une autre anecdote que je voulais partager avec vous. Et vous savez, je n'étais pas seul en Israël, il y a beaucoup de touristes, mais il y a aussi des visiteurs. On a eu la possibilité, l'honneur d'accueillir le nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Vous savez, en général, quand il arrive, les secrétaires généraux de l'ONU, au début, ils sont très gentils, ils viennent, c'est toujours très amical. Après, ça devient de plus en plus compliqué et tendu avec l'ONU. Mais lui, il a passé quelques jours en Israël. Il a visité, bien sûr, les endroits où il y a des soldats, des missions de l'ONU. Mais j'ai lu quelque chose quand même extraordinaire. On a fait pour lui une soirée au musée d'Israël. C'est une soirée qui a été dédiée à l'innovation israélienne. Alors vous posez la question, ce n'est pas le Premier ministre du Québec, pourquoi il s'intéresse, lui, le secrétaire général de l'ONU, à l'innovation israélienne? Et la réponse est très simple. On a beaucoup de projets qui sont là pour aider à l'humanité, pour aider le pays qui sont pas encore développés, de pays d'Afrique, de pays en Asie. Et c'est des projets très intéressants. J'ai reçu la liste des compagnies qui étaient là. Il y avait 5 compagnies, 5 startups israéliennes qui ont parlé de leur projet. Et je vais quand même partager quelques-uns avec vous, parce que je pense que ça va vous faire, comme on dit un bon juif marocain, ça va vous faire de naches. Et je parle par exemple d'une compagnie qui s'appelle WaterGen. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font, WaterGen? Ils font de l'eau, de l'air. Donc c'est un moyen, ils n'utilisent ni l'électricité ni de l'eau. Donc c'est pour produire de l'eau de l'atmosphère. Et là, pendant cette soirée, ils ont goûté, ils ont fabriqué de l'eau de l'air de l'atmosphère de Jérusalem, et ils ont bu ça avec le secrétaire général, et c'est quand même étonnant, c'est presque biblique, de miracles comme ça, qui peuvent servir à l'humanité, qui peuvent servir dans les endroits qui sont des déserts, dans le monde entier. Il y avait une autre compagnie qui s'appelle Home Biogas. Et qu'est-ce qu'ils font, le Home Biogas? Comme vous entendez, le Home Biogas, c'est-à-dire ils prennent la poubelle, ça pourrait être aussi les déchets des animaux, et ils fabriquent du gaz naturel, et ça aussi,
c'est le start-upiste, l'Israélien qui a créé ça. C'était quelqu'un qui a voyagé dans le monde en tant qu'Israeli, comme backpacker. Et lui, il a trouvé beaucoup d'endroits où il a vu que le gaz dans de petits villages, c'est pas bien le gaz, ça crée beaucoup de... D'abord, c'est cher, ça crée beaucoup d'incendies, ça sent mauvais. Et il a dit, pourquoi pas utiliser des choses qu'on a là, on a plein de poubelles, on a plein d'animaux, pourquoi pas utiliser cela pour fabriquer du gaz. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut intéresser l'ONU. Et il y a une autre compagnie, là c'est complètement différent, qui s'appelle Site Diagnostics. Et qu'est-ce que c'est? Il y a d'endroits où on ne peut pas faire une analyse de sang parce qu'il n'y a pas de clinique, c'est cher, c'est loin. Donc en fait, c'est très simple, c'est une petite analyse par l'œil, la vue, et avec ça on peut savoir si la personne est malade et si elle a le malaria ou pas. Et ça aussi, c'est quelque chose de très simple qui peut aider le monde entier. Donc, à la fin de cette rencontre au musée d'Israël, le premier ministre israélien, Bibi Netanyahu, il a dit au monsieur le secrétaire général, il a dit, j'espère que maintenant, vous allez avoir une vraie obsession pour Israël, une obsession pour le high-tech israélien et pour l'innovation israélienne et pour les choses que ce petit pays qui a à peine 70 ans, peut aider l'autre pays qui sont moins riches, moins développés et surtout qui ont moins de peut-être la génie juif, si je peux dire ça. Alors là, je pense que c'est vraiment un moment, et je sais que le secrétaire général, il a beaucoup apprécié, mais on ne peut pas être naïf. C'est-à-dire l'ONU et surtout plusieurs membres de l'ONU, ils vont continuer à être obsédés par Israël. Ce que nous essayons de faire, c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué sur le terrain, c'est d'avoir ce qu'on appelle a positive agenda, un agenda d'essayer de voir des choses qu'on peut faire ensemble au lieu de se battre tout le temps des notions tout à fait politiques et biaisées. Donc, mais ça, c'était juste une petite anecdote qui concerne la visite d'Antonio Guterres. Il a visité bien évidemment le nord du pays. Il est allé au Liban, aux frontières libanaises, il est allé aussi côté syrien. Et moi, j'ai eu la chance aussi il faisait quand même très très chaud au Golan au mois d'août. Mais vous savez, quand vous êtes là, c'est quand même impressionnant de voir la Syrie. Il y a le petit volcan qui s'appelle Bental. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté. Il y a un petit café là-bas qui s'appelle Kofi Annan. Annan en hébreu, c'est nuage. Et Kofi Annan, mais il n'est plus... oui, mais c'est quand même mieux que Ban Ki-moon ou Café Guterres, je ne pense pas. Alors, Kofi Annan reste un lieu très sympathique où on voit beaucoup de touristes chinois. C'est très étonnant. Les Chinois sont là, Kofi Annan. Mais c'est là qu'on voit la Syrie. Et je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai des amis qui travaillent, qui connaissent bien le terrain. Et là, vous pouvez voir effectivement toute la guerre civile. Vous pouvez voir, bien sûr, la ville de Konetra, la nouvelle ville de Konetra. Vous pouvez voir, bien sûr, où se trouve l'ONU. Vous pouvez voir des villages qui sont complètement pro-Assad, les villages qui sont dans l'opposition. Et malheureusement, vous pouvez voir aussi où est le Hezbollah. On a même découvert, il y avait un général iranien qui était à 8 km de la frontière israélienne. Je me demande qu'est-ce qu'il faisait là. Peut-être la recherche pacifique pour le programme nucléaire, mais je ne sais pas exactement ce qu'il faisait là. Ce n'est pas très drôle de voir tout ça. Et ce qui se passe actuellement dans cette frontière-là, c'est surtout dans le sud du Golan, la frontière entre Israël, la Syrie et la Jordanie. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
on ne peut pas en parler dans le média, donc c'est complètement off the record. Mais il y a des choses qui se passent. Il y a des activités, il y a l'aide israélienne pour des civils, il y a l'aide israélienne pour des blessés. Et surtout, on veut créer une situation où on a des bons voisins. On ne peut pas dire on n'aura jamais, malheureusement, on n'aura pas dans le futur proche, on n'aura pas on n'aura pas de la paix, on n'aura pas des relations diplomatiques avec la Syrie. C'est quoi la Syrie? C'est un pays qui n'existe pas vraiment. Mais je ne vois pas vraiment un changement dramatique qui va faire en sorte qu'on peut avoir un accord de paix avec la Syrie, mais on peut avoir peut-être de partenaires. On peut avoir peut-être des gens qui vont dire « Ah, les Israéliens, ils étaient gentils avec moi. Ah, les Israéliens, ils ont sauvé ma vie. Les Israéliens ont fait ça et ça. » Donc, c'est des choses vraiment très sensibles dont on ne parle pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a aussi une grande inquiétude. Et ça, vous êtes un public très engagé, qui lit les journaux, qui savent très bien qu'Israël s'inquiète beaucoup à ce qui va se passer le jour après la guerre, le jour après la guerre civile en Syrie. Parce qu'on sait très bien que le Hezbollah est très présent, les Iraniens sont très présents, ils sont considérés par les Américains et les Russes comme des gens qui peuvent peut-être stabiliser la Syrie. Si cette stabilisation de la Syrie va ressembler à la stabilisation de Liban, l'Otoda, vraiment. Parce que ça nous pose énormément de problèmes. Si on a déjà le Hezbollah avec une capacité de missiles eux, ils disent que c'est des missiles qui peuvent toucher même Tel Aviv, on ne veut pas avoir ça aussi du côté syrien. Donc ça, c'est un point d'inquiétude et c'est quelque chose qui nous inquiète bien évidemment. Et j'ai l'impression que la communauté internationale, et là je parle vraiment de tous les partenaires qui sont là sur le terrain, ils ne sont pas nécessairement, ils veulent finir cette guerre, avoir moins de problèmes dans le monde. Et nous, on sait très bien que cette attitude, ce n'est pas nécessairement amener moins de problèmes dans notre région. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps est passé. Mais c'était mes impressions, mes petites anecdotes de cette dernière visite. Je suis sûr que vous avez préparé beaucoup de questions. Et si vous êtes un peu timide, il y a M. Barchechat ici qui va animer la discussion. Merci beaucoup. Si vous voulez bien, je vais commencer par poser moi la première question. Je crois que tu as l'habitude. Quelle est la situation actuellement par rapport à l'Arabie saoudite, aux pays du Golfe qui sont en faveur d'Israël et avec l'Iran? Comment ça se combine tout ça? Je pense que vous avez, là tu as vraiment répondu à la question. Ça fait un moment, je parle déjà de quelques années, où Israël se trouve en coalition avec de pays arabes qui n'ont pas de relations diplomatiques avec nous. Et ce n'est pas un secret qu'actuellement, on a des relations pas ouvertes, pas des relations... on n'a pas d'ambassade, on n'a pas de consulat, on n'a pas de bureau dans la plupart de pays arabes, mais on a beaucoup de choses en commun. Et premièrement, on a l'Iran qui nous menace. Il faut savoir que l'Iran menace plutôt ses voisins dans le Golfe qu'Israël. Donc on a et ils ne sont pas contents de l'accord nucléaire. Donc ça fait un moment déjà où on a des relations dans toutes ces capitales-là. Je ne sais pas si vous savez, mais on a même un petit bureau maintenant à Dubaï.
c'est pas un bureau bilatéral, c'est-à-dire c'est une agence de l'ONU qui s'appelle, je pense qu'elle s'appelle AMENA. C'est une agence de l'ONU et la condition pour avoir le siège social ou le bureau à Dubaï était d'ouvrir aussi à tout pays membre de l'ONU, y compris Israël. Donc on a quelqu'un qui est à Dubaï et ça c'est officiel. Et donc pour répondre à ta question, il y a beaucoup de choses qui se passent entre Israël et tous les pays de la région. Et quand on parle d'Israël en solitude, tout ce qui concerne le Proche-Orient, c'est loin, loin, loin d'être de la vérité. Et la deuxième question est la suivante. Comment est-ce que Israël arrive à contrecarrer le BDS? Ok, ça c'est une longue... La réponse est très longue. Prends ton temps. Ok. Il y a plusieurs écoles en Israël pour tout ce qui concerne la BDS. D'abord, la BDS, moi, je n'ai même pas utilisé ce mot, je l'appelle le B-word, le mot avec le B, parce que je pense que c'est à cause de nous, on donne l'ampleur à ce mouvement. On donne l'ampleur à ce mouvement qui... Là, je parlais tout à l'heure de problèmes existentiels pour Israël. Vraiment. Et j'ai touché pas mal Je trouve que, par exemple, le problème entre Israël et certaines communautés juives dans le monde est beaucoup plus grave pour le futur de mon pays que quelques personnes qui appellent à boycotter Israël. Donc il y a des problèmes qui sont beaucoup plus graves que quelques personnes qui appellent... oui, on sait que la BDS c'est l'antisémitisme. On sait bien que la BDS n'est pas légale dans une grande patrie de pays. On sait très bien que le BDS, si vous êtes un étudiant à une université où vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre bouche, ou si vous mettez la kippa, vous êtes automatiquement considéré comme un sioniste et les professeurs... Oui, c'est un problème. Mais si je parle là, parce que vous savez, la BDS, quand on commence à parler de la BDS, on devient tous très énervés. Et je pense que je te parlais de ça. On a fait il y a déjà 3 ou 4 ans. On a essayé de voir qui utilise le mot BDS. Vous savez, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut très facilement voir un certain mot, qui l'utilise, où, combien de fois. Alors BDS, en fait, plus de 70% est utilisé par les Juifs. C'est-à-dire que nous, parce qu'on s'inquiète beaucoup, on donne ampleur à ce mouvement, parce qu'on pose des questions, qu'est-ce qu'on fait avec le BDS, comment... Donc, c'est plutôt des Juifs qui utilisent le BDS, et le reste qui peut-être ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Donc, c'est très émotionnel chaque fois qu'on parle de... Mais si j'essaye de rester assez sec, je peux dire que le BDS, d'abord, pour l'économie israélienne, aucune influence. Aucune. Je ne sais pas, SodaStream a fermé. Ils voulaient en tout cas changer parce que c'était trop petit pour eux. Donc il n'y a vraiment aucune influence sur l'économie israélienne. Sur l'image, oui, ce n'est pas nécessairement agréable, mais... finalement, vous voyez, la culture israélienne, elle est acceptée partout, les professeurs israéliens qui voyagent partout, des compagnies israéliennes qui font de bonnes affaires partout. Donc, je pense que finalement, BDS, oui, il y a des choses qu'il faut faire. On ne peut pas rester un peu dans les nuages en disant oui, ça va passer, c'est pas grave. Non, ça pourrait être très grave. Mais finalement, je pense que nous, quand je dis nous, je parle en Israël, dans les communautés juives dans le monde entier, je pense qu'on est parfois beaucoup trop sensible à cela. Oui, M. Castiel.
commencé à en parler juste avant de commencer le BDS. Vous parliez des communautés à l'extérieur d'Israël et le danger que ça peut amener lorsqu'il n'y a pas de relation très enchevêtrée et très agréable. Donc, justement, aux États-Unis, c'est de là-bas que va venir le plus gros danger. Une opinion que je donne. Lorsque je vois J Street, lorsque je vois tous les jeunes gauchistes dans les universités juifs gauchistes, lorsqu'on voit les jeunes qui quittent de plus en plus l'ensemble de la population juive qui est en général pro-israélienne et qui commence à se poser des questions. Pourquoi nous devons encore soutenir Israël? Est-ce que vous voyez comment faire pour que cette approche tout à fait dangereuse pour Israël puisse être contenue? D'abord, je ne parle pas de gauche ou droite, parce que vous savez, s'il y a un gouvernement de gauche en Israël, quand il y avait par exemple les accords d'Oslo, il y avait des membres de la communauté juive à l'étranger qui disaient « Ah non, 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 il faut faire des manifestations contre le gouvernement. » Donc, je n'entre pas dans le débat gauche-droite parce qu'on ne sait jamais quel gouvernement on aura en Israël. Mais je peux parler des deux choses. D'abord, ça vous n'étonnerait pas, le problème, je pense, plus grave, c'est l'assimilation. Quand il y a des mariages mixtes, quand il y a de l'éducation qui n'est pas nécessairement l'éducation juive, et quand il y a des générations qui s'éloignent de plus en plus de leurs parents, de plus en plus de valeurs juives, et malheureusement de plus en plus d'Israël. Ça reste un problème. Il y a plusieurs réponses comment il faut répondre à ces défis, mais il n'y a pas une seule réponse. Et ça, c'est une chose. Bien sûr, vous mentionnez J Street. C'est pas toujours facile quand on a des débats entre nous et quand la communauté juive ou les communautés juives sont pas présentées unifiées. Et nous, au ministère des Affaires étrangères, on a des débats assez vifs, tout ce qui concerne J Street, qu'est-ce qu'on fait avec eux. Je ne peux pas entrer dans un débat et s'ils ont le droit de parler, n'ont pas le droit de parler, c'est la liberté d'expression. Mais vous savez, assez souvent, et ça c'est quand même important de savoir, assez souvent, les personnes qui sont plus fortes contre la BDS, c'est des gens qui viennent de la gauche. Parce qu'ils ne sont pas considérés comme des agents ou quelqu'un de gouvernement israélien. C'est-à-dire, nous devons toujours travailler ensemble. Si c'est un juif qui appelle à boycotter Israël, je suis vraiment désolé, je ne peux pas parler avec, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Qu'est-ce que je peux faire avec cette personne? Et vous savez malheureusement qu'il y a même des juifs qui sont pour la BDS. Ça vraiment, franchement, je ne peux pas comprendre, vous non plus. Mais parfois, il y a des coalitions bizarres, des membres des communautés juives qui ne sont pas considérés comme des porte-parole du gouvernement israélien. Au contraire, ils appellent je sais pas, ils sont pas amis avec mon gouvernement, mais ils sont considérés comme des activistes très forts contre le boycott. Donc il faut toujours être très vigilant. Vous savez, nous avons plusieurs initiatives. Qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes? Et je n'entre pas dans la politique, mais qu'est-ce qu'on fait avec des jeunes qui sont très juifs, qui sont très fiers de leur religion, mais ils ne sont pas fiers d'Israël? Qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est très difficile. Il y avait plusieurs initiatives. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'il y a l'initiative Taglit et tout ce qui va avec. Et cette année, on a fait quelque chose avec,
et je fais partie, le consulat général d'Israël ici à Montréal fait partie de ce projet pilote. On a envoyé des jeunes d'ici de Montréal, on a envoyé des jeunes leaders progressistes, si je peux utiliser ce mot. Des gens qui ne sont pas nécessairement, qui sont pas membres d'Orach Chaim, ok? Et c'est-à-dire des gens qui ont peut-être d'opinions un peu, qui critiquent Israël. Et on a fait, et on les a envoyés, on a pris 13 personnes, on les a envoyés en Afrique, au Kenya, pour voir exactement des projets comme des projets que je vous en parlais. Pour voir, ils aiment bien utiliser le mot Tikkun Olam, donc on les a invités, c'était payé à 90% par le gouvernement israélien. Et nous et le consulat général d'Israël à Los Angeles en fait partie. Moi, je voulais avoir une groupe montréalaise parce que je voulais les envoyer en Afrique. Pour les jeunes de mon âge? C'est toujours et l'idée était d'avoir un autre discours. Ok, peut-être vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement israélien. On peut passer des heures, des jours, des semaines en discutant cela comme toutes les familles juives pour le repas de Shabbat. Ça, c'est normal en Israël. Mais ce n'est pas ça que j'aimerais avoir avec des jeunes membres de communautés juives en Amérique du Nord. J'aimerais avoir une autre discussion où eux, ils peuvent voir Israël comme un pays qui fait du bien en Afrique, qui est un pays qui investit beaucoup plus que sa taille. Et je pense qu'on a eu de bons reflets, de bons échos de cette visite. Israël est un pays démocratique, c'est un pays de loi, donc des ONG comme B'Tselem ont le droit d'exister comme d'autres ONG, même s'ils critiquent, même s'ils embêtent, même s'ils ne disent pas toujours la vérité. Mais ils ont le droit d'exister. Ce qui nous embête, ce qui concerne le gouvernement israélien, cette loi qui va passer, c'est des ONG qui parlent de transparence, qui parlent du fait que tout doit être transparent, il faut tout savoir. Alors, on veut savoir d'où vient votre argent, d'où vient le soutien que vous recevez de l'extérieur. Et cette loi qui va... Je ne sais pas quelle est la situation avec la Cour suprême, quelles sont les étapes, mais normalement, c'est quelque chose qui va se passer. Et vous savez, ce n'est pas toujours très facile d'équilibrer entre le désir d'avoir une société ouverte et démocratique, mais le fait que... on reçoit de l'argent, on ne sait pas d'où, pour critiquer nos soldats et leur activité. Donc, c'est pas très simple. Mais vous pouvez imaginer que quand on parle de partenaires d'Israël dans le monde arabe, les Kurdes ont une place très importante et je ne peux pas en parler davantage, mais on a beaucoup d'amis kurdes. On connaît tous la réalité de la Yehudi Anoded, les Juifs qui... Différents. Et vous connaissez bien des exemples des Israéliens qui sont venus ici dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, et qui peut-être ont fait leur richesse ici, peut-être pas. Et il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont revenus en Israël. Et ça fait partie je pense que ça fait partie de l'ADN juif. Est-ce que je m'inquiète parce que je pense qu'il y a plus d'Israéliens qui vont à l'étranger que des Israéliens qui restent? Non, je ne m'inquiète pas. Il y a plein d'Israéliens qui gagnent leur vie et qui gagnent leur vie bien en Israël.
Il y a des gens qui voyagent, qui essayent, il y a dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine affaires, il y a dans les domaines académiques, dans les domaines... Je pense que c'est un phénomène qui existait depuis ou même avant la création de l'État d'Israël. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas dans une situation de juger quelqu'un. C'est-à-dire, si mon voisin est venu ici dans les années 70 avec $400 dans ses poches et aujourd'hui il est milliardaire et il soutient l'État d'Israël, ce n'est pas mon rôle de lui faire la morale. Donc finalement, je pense que l'importance est de rester en tant que peuple juif, de rester en contact et de ne pas juger des gens, et même les gens qui vivent ailleurs, qui ont vécu en Israël, qui n'ont pas vécu en Israël, qui peut-être un jour ils vont vivre en Israël. L'important, c'est d'essayer de rester en contact en tant que peuple. C'est bien de lire le point. C'est très bien de lire le point. Entre parenthèses, dans le point, il soulève l'idée de l'innovation en Israël qui est supérieure à celle des États-Unis et de la France. Oui, je dis, dans le point, on trouve de très bons points. Il faut que je le lise plus souvent que les médias ici. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on est dans la même situation, l'Iran et la Corée du Nord. C'est-à-dire, la Corée du Nord depuis toujours faisait l'enfant terrible et faisait toujours voilà, arrêtez-nous, on va attaquer le Corée du Sud, on va attaquer le Japon, on va attaquer les États-Unis, et ils n'essayent même pas de s'arrêter. Et les Iraniens, malheureusement, sont beaucoup plus malins. Les Iraniens, ils mentent. Ils essayent de passer la communauté internationale en disant « nous, on n'a rien, nous, on n'a pas de nucléaire, nous, on n'a pas de missiles nucléaires, nous, on n'a rien. » C'est tout à fait un autre jeu. Et en tout cas, ce qui se passe maintenant entre la Corée du Nord et la communauté internationale, l'Iran n'est plus, pour l'instant, l'Iran n'est plus dans ce domaine. Donc on ne peut pas dire il faut arrêter la Corée du Nord et Israël, on ne peut pas dire il faut arrêter l'Iran, parce que la communauté internationale n'est plus dans la même situation avec ce pays. C'est ça le problème pour nous, et ça touche exactement le problème qu'on a avec cet accord nucléaire. Parce que cet accord nucléaire avec l'Iran, voilà, dit voilà, ils sont bien, ils ont changé, ils ont mis leur programme nucléaire à côté. Ils jouent un rôle très 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 bien dans le Proche-Orient. Ils nous aident à se battre l'État islamique. Ils nous aident à calmer le jeu en Syrie. Donc l'Iran, c'est l'autre Iran, qui n'est pas le cas. Mais ils n'ont plus, quand il y avait Ahmadinejad, qui était un fou furieux, en fait, il travaillait pour l'Asbara israélienne. Je me plaisante, mais quand il y avait un fou comme lui, il a fait tout, hein. Il niait l'Holocauste, il menaçait Israël tous les jours. C'était très facile à expliquer à la communauté internationale, comme c'est facile avec la Corée du Nord, que c'est des fous, c'est des radicaux, c'est des gens dangereux. Et maintenant, l'Iran, sans rien changer, ils n'ont rien changé. Sans rien changer, ils sont en train de manipuler toute la communauté internationale en disant « Ah non, mais l'Iranien, c'est du bien. Ils sont bien. Ils sont bien. On peut compter sur eux. » Donc c'est ça le grand problème. Et donc il faut que je trouve des solutions dans le point. Est-ce que les Israéliens aiment Trump? Aiment toujours quoi? Ok. J'ai deux réponses.
D'abord, je répète la question, est-ce que les Israéliens aiment toujours Trump? D'abord, les Israéliens, comme les Canadiens, comme les communautés juives, on n'a pas tous les mêmes idées. Donc, c'est une société où, je pense, normalement, on dit on peut dire 2 Israéliens, on peut dire aussi 2 Juifs, 3 opinions. Donc, on n'a pas une seule opinion sur le président Trump. Ça, c'est ma première réponse. La deuxième réponse est plus importante. Est-ce que c'est toujours le président Trump qui aime Israël? Et je pense que la réponse est positive. Et c'est ça qui est très important. Je pense qu'on a un ami dans la Maison-Blanche. On a vu ça déjà avec sa visite en Israël en même temps que le Premier ministre du Québec. On a passé du temps ensemble, sauf que nous, on était obligés d'évacuer l'hôtel King David, mais c'est pas grave. Mais je pense que lui, dans son cœur, et on voit bien sa famille, je pense que lui, c'est un grand ami d'Israël. Et nous devons faire notre mieux, vraiment maximum, pour garder cette amitié. D'ailleurs, comme c'est un ami du Canada, je pense que c'est très important. Et on voit les actions du gouvernement canadien pour garder cette amitié. Donc, les Américains ont élu leur président, et c'est le rôle de tous les pays qui sont des alliés des États-Unis. Et on est dans une grande alliée des États-Unis, le Canada. C'est notre rôle de garder cette amitié dans cette période qui pose toujours beaucoup de possibilités. Merci beaucoup, Monsieur le Consul Général. Ça fait plaisir. Je vais profiter de vous avoir ici pour dire que demain soir, les dames ont une conférence qui sera donnée par le docteur Dina Saba sur la préparation de Rosh Hashanah. Et nous devions avoir une rencontre ici avec M. Liebman sur les enjeux des élections à Côte-Saint-Luc. Pour des raisons techniques, cette rencontre est reportée au lendemain de Yom Kippour. Alors, ceci dit, Shana Tova et merci beaucoup. Et on se voit ici à Erev Rosh Hashanah. Je passe à la synagogue Erev Rosh Hashanah. תודה רבה, שנה טובה.